Yes, Joël Bouraima. Joël is known for being the trainer to celebrities, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Omar Sy. But today, we want to talk about Joël Bouraima, about the person. Why did he come to America? How was his journey in France? And he's in Paris right now filming that famous show called Star Academy. I'm not very familiar with it because I left France so long ago. And he's going to share his journey. So let me welcome to our live Breaking New Ground show, season 2, episode 1. So, coucou. Here we are, Here we are. So you know finally. me, I'm super transparent. This is the first time we seeing each other. We Yeah, we spoke, just talked. Yeah. and that says a lot about who you are. Me, I like to give people credit publicly. So guys, you have to know something about this man. Someone contacted him on my behalf. He replied and he said, yes, I will join you on your live. And I really want to thank you because I You're don't welcome. take, it says a lot about who you are because you know, I'm just Yasmina. And I just love the fact And that you, and I'm just Joe. I'm just Joel. That's the thing. yes, you are Joe, but you are Joe doing things and you respect me, I respect you, and you could have said, oh, I don't have time, and you did it. And it's important for me to share that with the world because I work with public person, and I always say, be very careful. You know, people who are asking you to do things, you don't know where they are today, you don't know where they're going to be tomorrow, and it's also a way for all of us to support our work. Yeah. And I But do. Joe, do you want to? So I don't know what's, you know, are we doing a French, English, French? I don't care. Yeah, let's do it in French. I really want French people to understand the whole thing easily and not have to read because I don't think people really like to read. So let's do it in French. Il n'y a pas de souci. On va passer au français. Je suis ravie de le faire en français puisque de toutes les façons, c'est ma langue, c'est techniquement ma langue maternelle. Ouais. Alors, Joël, je vais t'appeler Joël. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de parler de ton parcours. On a quelque chose qui nous lie. On est des immigrés français d'origine africaine qui ont décidé, toi tu as décidé il y a 8 ans il me semble de venir à Los Angeles. Moi ça fait 20 ans que je suis ici. Mais je veux d'abord partir du début. Tu es né où et tes parents sont de quelle origine? Je suis désolée de dire ça parce que je sais que tu es français alors, et je sais que c'est toujours la discussion, pourquoi on parle des origines, mais pour moi c'est ton héritage. Ici on dit « What is your heritage ?» Bien entendu tu es français, mais c'est important que notre héritage a un impact sur qui on est. Donc voilà. Alors tu es né où? Donc moi, je suis né dans les Yvelines, en France, dans la banlieue parisienne. Et mon père est sénégalais béninois et ma maman est française. D'accord. Et tu es né dans les Yvelines, donc tu veux dire que tu as eu un parcours en France tranquille. Est-ce que les États-Unis, ça faisait partie de ton The American Dream ou c'est juste quelque chose qui est arrivé comme ça? Ouais, j'étais attiré par les États-Unis de par le sport, principalement. Tu vois, la NBA et tout ce qui est assez sensationnel autour du sport aux États-Unis, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Et après, j'avais pas spécialement un plan de carrière en me disant un jour j'irai, mais c'était dans un coin de ma tête. Et quand il y a eu les occasions qui se sont présentées, on a saisi ça et on y est allé, quoi. Donc, avant de parler des occasions, le sport, bien entendu, c'est ton métier. Est-ce que tu peux nous dire un peu, tu as fait des études dans le sport? C'est Ouais. quoi ton parcours au niveau sportif? Bah, j'ai une licence spécifique au métier de la forme et discipline associée. J'ai passé un DUG d'abord, un DUG TAPS, qui englobe les
métiers de la forme particulièrement. Bac plus 3. Joël, je pense que, je ne sais pas si c'est moi, mais je pense qu'il y a un souci au niveau de ta connexion. Ça se freeze. Is it me? Haha. Joël, tu m'entends? Oops. This is what happened when you're going live. Oops. I lost him. So let me, guys, stay tuned. This is always what happened when you're going live. It's always an issue when the internet is not playing with us. C'est bon? Ouais, Je t'avais ouais, ouais. perdu. Ah, D'accord. ok, ouais. Oui, tu disais que tu avais tu as un DUG, et enfin après, ça c'est the screen froze. J'ai commencé avec un DUG, donc Bac plus 2, spécialement orienté vers la pratique des activités physiques et sportives en général, puisqu'à la base, je voulais être prof de sport, enseigner le sport D'accord. aux élèves et aux étudiants. Et ensuite, j'ai Mhm. bifurqué après mon DUG vers une licence spécifique au métier de la forme et disciplines associées, pour pouvoir être plus proche de ce que je fais maintenant, donc le coaching individuel. D'accord. Alors attends, tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, je te vois. Hmm. Ouais, Ah, ok, ça c'est. Alors, la question que moi je te pose, quand tu as fait tes études sportives, je ne sais pas si on appelle ça des études de sport, c'était pour être prof de sport, mais est-ce que tu ouais. savais, est-ce, est-ce que c'était pour être prof de sport, hein, c'est ça? À la base, oui. D'accord. Est-ce que tu savais que tu allais faire, tu allais faire ce qu'on appelle personal trainer? Et encore, il faut le mettre dans le contexte parce que tu es en France. Je ne sais pas si le personal trainer, comme tu le fais aujourd'hui, est aussi développé en France qu'il l'est aux États-Unis. Déjà, c'est une question. Est-ce que c'est aussi développé? Maintenant, ça y est, on commence à en voir de plus en plus. Moi, j'ai commencé en 2008-2009. Là, ouais, c'était pas encore aussi répandu qu'aujourd'hui. C'est pour ça peut-être que j'ai aussi réussi à me faire une place assez rapidement, parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Quand j'ai commencé, D'accord. comme je disais, je voulais D'accord. vraiment enseigner le sport en collège, lycée, à des étudiants, quoi, quand j'ai commencé ma licence. D'accord. D'accord. Donc, du coup, alors, tu as commencé ta licence, bon, tu as voulu faire enseigner le sport et tu as eu l'opportunité de venir aux États-Unis. Mais j'ai lu quelque part que tu es parti en Australie. C'est vrai ou pas? Ouais, après la fac, justement. Après ma Tu- licence, j'ai travaillé un an en France et à la fin de cette expérience professionnelle, j'ai été j'ai été confronté à un refus. J'avais demandé une augmentation, j'avais demandé plus de responsabilités et on m'a dit non parce que je parlais pas anglais. Donc ça m'a boosté pour partir et apprendre l'anglais parce que je voulais plus avoir ce genre de barrière. Et j'ai bien fait puisque quelques années plus tard, on m'a proposé des choses sur les États-Unis et l'anglais m'a bien servi. tu peux nous parler 2 minutes de ton séjour en Australie, parce que l'Australie, c'est loin. Pourquoi l'Australie? Tu aurais pu aller Ouais, en Angleterre, qui est à côté. ouais, c'est clair, mais c'était presque trop facile. À cette période-là, je cherchais vraiment un challenge et l'Angleterre, c'était la porte à côté. Et si à un moment, je devais être dans le dur ou je devais me retrouver un peu en galère, c'était facile de prendre le train et 3 heures et j'étais à Paris, quoi. Alors que l'Australie, à 24 heures d'avion, t'as intérêt à faire les bons choix parce que là-bas, il n'y a personne à dispo pour t'aider sur place, quoi. Donc, ça m'a un peu challengé et c'est un peu ce que je recherchais à l'époque. Ou à l'époque, et tu continues. Parce que c'est ce que nous, on appelle ici le mindset of an immigrant. Parce que pour Ouais, quitter la France pour aller, la France, hein, je dis, et aller en Australie, c'est quand même un wow.
D'accord. Et quand tu as fait ton année en Australie, ton anglais, tu es devenu bilingue, tu es devenu confortable dans la langue? Bah, confortable, oui, parce que ça y est, j'avais plus cette appréhension d'aller vers les gens, même si mon anglais n'était pas super, puisque j'y suis allé avec une base très, très, très modeste, hein. Je sortais de la fac de sport où l'anglais, c'était pas ce qu'on faisait le plus. Donc j'avais vraiment une base Hmm, de bac, quoi, de fin de lycée, ce qui est très mhm, minime mhm. quand on sait comment nous, les D'accord. Français, on est bon en langue. Mais par contre, j'avais cette envie d'aller vers les gens et ça m'a aidé justement à découvrir les gens en général et me découvrir moi-même. D'accord. Waouh. Je savais pas. Je savais que tu étais partie en Australie, mais je ne savais pas que c'était dans ce contexte-là. Donc, j'espère que ça va inspirer Ouais, beaucoup de personnes qui écoutent, parce que finalement, les choix que l'on fait et être dans le, comment on dit ça en français, ne pas être confortable est un endroit, et je pense que c'est parce que tu parles d'un point de vue d'un sportif, est un endroit qui te permet de grandir. ouais, ouais, c'est Je, clair. hein, je sais pas si c'est la meilleure façon de l'exprimer. Alors maintenant, on revient, tu reviens d'Australie, tu as plus confiance en toi par rapport à l'anglais. Donc, entre le moment où tu reviens d'Australie, tu reviens en France, qu'est-ce qui Ouais. s'est passé avec les États-Unis? Comment ton Les départ aux États-Unis, ça États-Unis arrive s'est fait? pas tout de suite, hein, parce que je reviens d'Australie en 2007 et le D'accord. premier vrai contact avec les États-Unis, il se fait en 2012, tu vois. Donc Oh, wow! 5 ans entre mon retour d'Australie et les États-Unis où je travaille, où mon nom commence à grossir au niveau de Paris, au niveau du coaching, dans mon travail. Et c'est ça qui Pourquoi? fait que, parce Pourquoi et que, bah, parce comment? que, parce que j'ai une clientèle bah, de plus en plus, on va dire, high-end, tu vois, de plus en plus haute. Ouais, ma Une clientèle devient de clientèle plus en high-end plus. en France, c'est considéré comme quoi? C'est des célébrités, c'est des sportifs, c'est Voilà, ça quoi? va être ouais, célébrité, des gens dans le monde de la mode, dans le monde de la télé, dans le monde du D'accord. cinéma, ce qui fait que mon nom tourne dans ces sphères-là. Et, Mhm. euh, et ça m'a pris donc, comme je disais, 5 ans, tu vois, entre 2007 et 2012, pour que mon nom touche les personnes à l'international, on va dire. D'accord. Puisque je rencontre un D'accord. de mes clients que j'ai encore, qui lui est américain, qui est dans l'art et qui a beaucoup de relations aux États-Unis. Et, euh, D'accord. et il me présente, à un moment donné, il m'introduit au niveau de Kanye West. Et c'est comme ça que l'aventure américaine commence, vraiment. D'accord. Donc, je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de nous écouter et le live va être disponible en replay. Et je le dis souvent pour mes clients, je le dis souvent aussi pour des gens à qui je parle, des mentees, la réputation que quelqu'un a, c'est tout. Et bien entendu, les connexions avec les bonnes personnes peuvent ouvrir tellement de portes. Donc, du coup, tu as eu cette connexion avec Kanye. Donc, bon, c'est public, mais je trouve que c'est bien que ça Ouais. vienne de toi. Je n'aime pas mettre la word in people's mouth. Et du coup, qu'est-ce qui a changé là entre le moment où tu as commencé à bosser avec Kanye et ton départ sur les États-Unis? Mon Ah, je pense départ, qu'il y a un... Oui, une fois que je rencontre Kanye, mon départ sur les États-Unis, il n'est pas immédiat parce que je le rencontre en 2012, fin 2012 pour la première fois, et je pars aux États-Unis qu'en 2015 m'installer. Donc d'accord, il y a 2 ans, il y a 2 ans, 2 ans et demi qui se passent entre-temps, où oui, j'y suis beaucoup plus aux États-Unis parce que ça y est, je commence à voyager avec lui, mais d'accord, j'ai pas encore mon pied à terre aux États-Unis. Donc entre d'accord. 2013 et 2015, je commence à travailler avec lui et je commence à voyager à travers le monde avec lui. Euh, je tiens 2 ans. Et quand je dis je tiens, c'est parce que physiquement, bah, c'était assez compliqué. Il m'emmenait vraiment partout. Et avec ce genre de personnes, tu dois être plutôt dispo. Ce qui fait que bah, moi, du jour Mm, au lendemain, je devais lâcher ma clientèle ici, m'arranger avec la mm, famille. Et je savais quand je partais, mais je savais pas spécialement quand je revenais. Donc ça aussi, c'était compliqué à gérer. Et je l'ai fait ouais, pendant 2 ans. Et en d'accord, 2015, c'est là où j'ai posé un ultimatum entre parenthèses, où je leur ai dit que moi, voyager comme ça, c'est plus possible, parce que j'ai 2 enfants et ma femme, qui étaient eux en France, mm, et que mm, j'avais loupé beaucoup de choses, et qu'à un moment donné, il fallait faire un choix. Donc c'est soit je suis dispo quand vous venez en France ou en Europe,
et là, je continue à travailler avec vous, ou soit vous me faites un visa et moi, je viens aux États-Unis. Et c'est comme ça que le move a été fait en 2015. C'est que D'accord. j'ai demandé et ils ont accepté et le visa a été fait et je me suis retrouvé aux États-Unis. Alors, je voudrais te poser une question avant qu'on parle des États-Unis, parce que ce qui est important, c'est que toi, tu fais quand même partie de, j'ai dit des rares entrepreneurs, solo entrepreneurs en tout cas, dans le cadre de personal trainer, qui ont travaillé avec des Américains et qui ont travaillé avec des Français. Donc, bon, on connaît qui est Kanye, on n'est pas là pour parler de Kanye, mais ce qui est important pour moi, c'est de comprendre, est-ce que tu as vu une différence entre travailler avec des Américains ou des célébrités ici et des célébrités aux États-Unis? Est-ce que tu penses Ouais, qu'au non, mais niveau c'est de pas la... pareil. Ne serait-ce que déjà de parler du sport en général. Ce que le sport représente ici et ce que le sport représente pour les gens aux États-Unis, c'est deux mondes différents au Oh, niveau waouh, culturel. d'accord. Tu peux nous Enfin, expliquer ce que là-bas, tu le veux sport dire? fait vraiment, là-bas, le sport fait vraiment partie de leur quotidien. C'est-à-dire qu'ils vont construire leur emploi du temps autour de leur séance de sport. Donc, quoi qu'il en soit, il faut que je fasse mon sport et ensuite je vais travailler. Ici, on fait plutôt l'inverse. On fait notre sport en rapport avec le temps qu'on a et si on peut. C'est pas quelque Oh, chose qu'on s'oblige waouh. à faire, qu'on se pousse à faire. Ce qui fait que là où un Français, il fera deux, trois séances par semaine et il considérera ça comme être sportif, aux États-Unis, ils sont à 5 fois par semaine, tu vois. Et il n'y a pas besoin de les Intéressant. forcer pour le faire parce qu'ils ont compris et ils comprennent ce que le sport leur apporte. Bah, écoute, en tout cas, tu as plein de fans, hein. Je fais un peu, Jo, tu es un vrai champion, tout le monde t'aime. Tu, Ouais, cool. tu as plein de fans. Ok, c'est hyper intéressant ce que tu dis, puisque bon, je vis plus aux États-Unis. Donc, du coup, tu, la décision est que tu déménages sur les États-Unis. And then what happened when you moved to America? Eh ben, la vie américaine commence, hein. C'est-à-dire que aux États-Unis, c'est pas la France, c'est un rouleau compresseur. Il n'y a personne qui t'attend. Si tu fais pas le travail, il n'y a personne qui va te tendre la main pour te dire vas-y, t'inquiète, on va s'occuper de toi. That's Donc au right. début, c'est pas facile. Parce que les gens pensent que oui, il est allé aux États-Unis avec Kanye West, donc tout s'est bien passé. Sauf que avant que tout se passe bien, il y a eu au moins un an et demi, 2 ans d'adaptation où il fallait que je Mm. reconstruise une clientèle. Parce que Kanye West, bizarrement, le moment où moi je suis allé aux États-Unis, c'est peut-être le moment où il m'a le moins utilisé. Tu vois, autant quand j'étais en France, il me faisait venir pour tout et n'importe quoi. Et maintenant qu'il m'avait à dispo et que j'étais en France, que j'étais aux États-Unis, et ben je l'ai vu de moins en moins. Donc moi, de Les mon caprices côté, des il fallait célébrités, on les que connaît bah, toutes. ouais, ouais, et c'est pour ça qu'il fallait en faire en sorte de prendre d'eux, tu vois. Et donc, j'ai commencé, moi, à construire ma propre clientèle pour pas dépendre des... Bah, justement, il y a quelqu'un qui écrit quoi? Je vous écoute en faisant ma séance Best Motivation Coach depuis 5 ans. Bravo à toi. Je sais pas, c'est Maxine. Oui, c'est une bonne personne. Il mérite tout J'espère. ça. Il n'a jamais lâché. Oui, bah, on se rencontre ici sur ce live et je suis aussi d'accord. Euh, oui, donc du coup, tu as été obligé de construire ta clientèle. Bon, Ouais. j'imagine que bâtir un business aux États-Unis, c'est quand même un peu plus simple que de bâtir un business en France. Est-ce qu'il y a des grosses différences? Pas forcément, parce que quand tu arrives dans un nouveau pays, t'as pas spécialement les codes. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont pas les mêmes. Au niveau du business, ça se passe pas pareil. Tu vois, il y a des That's right. choses que en France, on n'ose pas faire et qui sont legit aux États-Unis, qui sont bien vues aux États-Unis. Donc moi, j'étais encore dans ma mentalité française et ça a été aussi une grosse étape d'essayer de sortir de cette mentalité française pour s'adapter à Tu celle des peux, Américains. Joël, tu peux nous donner un exemple, parce que c'est ce que je dis souvent à des clients qui veulent venir sur les États-Unis, un exemple d'un espèce, un code qui est très français et qui n'est pas du tout adapté pour les États-Unis. Est-ce que tu as un ou deux exemples que tu peux partager? Tu vois, au niveau des connexions, le réseautage, Mhm. tu vois, le network, en France, demander quelque chose à quelqu'un, c'est vu comme, tu vois, le gars, il essaye de me gratter quelque chose.
Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il me demande ça? Il ne voit pas ça sous une forme comme les Américains. Pour les Américains, c'est si tu me demandes quelque chose, ok, je vais te demander quelque chose en échange, c'est normal. Et si en plus ça te fait avancer toi dans le business, ça me fait avancer moi dans le business, allons-y ensemble, tu vois. That's right. Alors qu'en France, on est plutôt, je garde le truc pour moi, non, je ne vais pas partager. En France, on préfère prendre 10% tout seul que 50 à deux. Oh my Tu God. vois? I, I'm so happy. Je voulais pas que ça vienne de ma bouche, donc je suis tellement contente que tu le dises, parce que il y a un espèce de fossé culturel entre ce qui est give and take en France qui est énorme. Et je suis ravie que tu le dises, parce que bon, tu as une grosse plateforme et tu es vraiment l'exemple qui a quitté les États-Unis pour venir à LA et qui est dans le personal fitness. Oui, je vais le répéter. Life is a give and take. La preuve, quand je t'ai contacté, je t'ai demandé, tu m'as dit oui tout de suite. Because we never know, guys. Les gens qui écoutent ce qu'une relation peut donner. Et comme tu le dis si bien, c'est mieux d'avoir 50% ou 100% que just 10% alone. Ouais. Donc, je suis ravie que donc, du coup, comment tu as réussi à dire, OK, I need to change the way I'm doing business because this is America. Comment tu as changé ça en disant il faut que je change Il a mes codes, fallu il de faut que je toute m'adapte. façon que je le change rapidement parce que je voyais que penser à la française, ça marchait pas et ça me faisait Mm, pas avancer. mm, Donc il y a un mm, moment donné où quand ça a été un peu plus dur, tu vois, il a fallu que je me focus sur ça. Et ce que j'ai fait, c'est que pendant une certaine période, le premier été où je suis arrivé, donc été 2016, j'ai fait en sorte que ma femme et les enfants partent de la maison, donc reviennent en France. Enfin, ils sont allés en Guadeloupe en vacances, mais pendant 2 mois. Ce qui m'a permis, moi, pendant 2 mois, de me focus seulement sur la reconstruction d'une clientèle. Parce que quant à la vie de famille, tu vois, je suis arrivé aux États-Unis, il y avait il y a eu plein de problèmes. Tu vois, je suis arrivé aux États-Unis, on n'avait qu'une seule voiture. Ma mm. femme, elle devait s'occuper des enfants. En plus, Donc, à aller LA. déposer les enfants et ramener les enfants. Donc, moi, ça me limitait au niveau du. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de métro. Enfin, aux États-Unis, à Los Angeles, il n'y a pas le Si tu n'as pas de métro. voiture, tu peux pas vivre. Hein. Les transports en commun sont presque inexistants. Donc, avec Ouais, une voiture pour gérer les dépôts et pick-up à l'école et moi, de mon côté, développer une clientèle, c'était très compliqué. C'était très tu compliqué au début. m'étonnes. Donc, ça aussi, il faut que les gens le sachent. C'est pas, je suis arrivé à LA, j'avais Kanye West et tout m'a été donné et tout est. Non, non, ça n'a pas du tout été le cas. Je te dis, il m'a fallu au moins 1 an et demi, 2 ans pour comprendre et reconstruire ma clientèle. Et, euh, et ouais, et donc pendant ces 2 mois où ma famille n'était plus à la maison, j'avais que moi et je devais pas m'occuper des enfants, je devais pas calculer à quelle heure je dois rentrer pour que la voiture soit Mm, dispo pour ma femme ou à quelle heure je mm. dois partir le matin, ce qui fait que j'ai tête baissée, foncé et commencé ce networking et voilà, et il m'a fallu 2 mois pour resociabiliser, aller aux événements, ce que je faisais plus. Tu vois, en France, moi, j'avais une clientèle, j'étais plutôt cool, j'étais tranquille. En France, j'avais pas à me plaindre. Comme tu disais tout à l'heure, j'étais presque dans une zone de confort. Et en allant aux États-Unis, ça m'a fait sortir de cette zone de confort. Et donc, il a fallu reconstruire. Et c'est passé par ressortir, re-rencontrer des gens, montrer ma tête et faire circuler mon nom. Travailler avec un tel qui va parler de moi à cette personne-là. Et comme ça, pendant 2 mois, c'est ce que j'ai fait, non-stop jusqu'à la fin des vacances 2016, quand ma femme et les enfants sont revenus, ça y est, j'avais un petit portefeuille client qui me permettait de tourner et un peu plus d'argent pour aller chercher une deuxième voiture. Et tu vois, ouais, un cercle virtueux, quoi. Mais fallait se lancer, fallait commencer. Et fallait comprendre aussi. Ouais. Je suis hyper contente que tu partages ça, parce qu'effectivement, comme tu le dis, on se dit, tu as eu Kanye West, tu as eu les Ah ouais, non, Kardashians, non. and everything, you know. Il y a une chose alors je sais pas si tu es d'accord avec moi, il y a une chose que les Américains regardent, même s'ils te donnent, ils t'ouvrent une porte, surtout les gens qui ont réussi, ils veulent te voir aussi, avec leurs propres yeux, te battre. Ouais, Moi, ah ouais, c'est clair qu'ils vont pas te tu, donner les tu, choses si tu essayes juste de prendre ce qu'ils te donnent et te la couler douce, tu vois, ça, ouais, non, ça marchera pas comme ça. ça Ils ne vont te le marchera faire, jamais comme ça. Moi, j'ai des gens ils qui vont te m'ont. donner une opportunité une fois, et s'ils voient que tu dors, c'est bon. Ils vont pas
perdre de temps avec toi, tu vois. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est Exactement. passé. Et c'est pour ça encore qu'aujourd'hui, la personne qui m'a mis en contact avec Kanye West, je suis encore en contact avec cette personne. Et elle est ravie et contente de voir tout ce qui se passe pour moi. Parce qu'elle se dit, voilà, quand je lui ai tendu la main, ça n'a pas été pour rien. Il avait faim et il me l'a montré, et il l'a confirmé et il est encore en train de le confirmer, tu vois. Écoute, tu as tout dit par rapport à ça, hein, et j'espère que l'audience et les gens qui vont écouter vont comprendre. C'est moi te donner une opportunité ou quand on te nous donne une opportunité, c'est c'est pour justement décupler cette opportunité pour en créer une plus grande. Et quand Ouais, on a créé ces opportunités pour nous, comment on peut aussi aider les gens qui viennent derrière nous. Et en fait, je pense que c'est important qu'on le dise de façon publique parce que rien ne vient euh, for nothing, for no reason. Donc, du ouais. coup, je trouve incroyable que tu me dises que tu as pris 2 mois pour construire justement cette clientèle. Mais je sais que tu ne t'es pas arrêté là. Parce que quand on a discuté, parce que quand je t'ai parlé, je lui dis, mais on te voit. Qui dit, Yasmina, moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. Moi, je bosse. J'ai mes Ouais, t'es très. business. Ouais. J'ai mes business. C'est là que j'ai vu que ça, c'est un immigré. Mais il y a du sang africain dans tout ça. Donc, quand on sort, c'est dans nos gènes. Et je voudrais que tu dises, je pense que tu es OK pour en parler, qu'en fait, Coach Joe is not only Coach Joe. Actually, Coach Joe is a businessman. Tu es un businessman. Tu as des On sociétés. essaye. On essaye. Et yeah, non, tu fais. Tu essaies de garder la route, mais tu fais. Donc, est-ce que tu peux partager avec l'audience tes business? Je sais que tu as des crêperies. J'ai hâte de venir à Paris et d'y aller. Est-ce que tu veux en parler? Mais surtout, pourquoi? Parce que c'est la question que je t'avais posée quand je t'avais parlé. Pourquoi tu as décidé de te diversifier? Et pourquoi c'est important? Bah parce que le coaching, ça va avoir ses limites, tu vois. J'ai 42 ans. Moi, là, je suis encore très satisfait du travail que je fais et j'aime ce que je fais. Donc, je pense que je vais pouvoir le faire encore longtemps. Mais ouais, il faut se dire qu'on vieillit et qu'à un moment donné, on veut pouvoir lever le pied et bénéficier d'entrées autres que celle de mon travail principal qui est de coacher, tu vois. Donc, essayer de diversifier les activités. Et en plus, moi, ça m'intéressait, tu vois, d'aller voir d'autres horizons et voir un peu qu'est-ce qui était possible de faire. Et donc oui, la restauration, tu vois, on parlait de l'Australie tout à l'heure. La restauration, ça a commencé avec une personne que j'ai rencontrée en Australie, qui lui, à l'époque, étudiait en Australie l'année où j'y suis allé, donc en 2006, et que j'ai Mm, re-rencontré des années plus tard à Paris, et qui m'a exposé le projet et avec qui je suis parti. Donc, on a trois restaurants pour le moment. Et après, le basket, tu vois, j'ai aussi des parts dans le Hoops Factory de Bordeaux. Hoops Factory qui est une franchise. Donc, il y en a un à Paris, il y en a un à Lille, il y en a un à. Enfin, ils en ont une dizaine en France. Et mm, moi, j'ai commencé avec celui de Bordeaux parce qu'il y avait une équipe aussi de personnes que je connaissais. Tu vois, ça part toujours de quelque chose d'organique. Je me lance pas dans le business comme ça, je sens qu'il y a un truc, je lance de l'argent à droite, à gauche. Non, c'est à chaque fois, ça part de quelque chose de réfléchi, avec des personnes que je connais, qui me sont proches, et surtout vers quelque chose que j'aime et que j'apprécie. Donc là, le Hoops Factory, c'était du sport, donc ça rentrait tout à fait dans ce qui me correspond. mm. Et j'ai hâte, tu vois, là, sur ma période en France, parce que depuis le Covid, j'étais pas revenu en France, j'ai hâte de pouvoir aller mettre les pieds dedans parce qu'on a lutté pendant le Covid pour rester en vie. On a survécu. Mm. Et là, ça va être un plaisir d'aller fouler le parquet là-bas et de mettre quelques paniers et de voir comment ça évolue. Et justement, bon, merci d'avoir partagé ça et n'hésite pas, je prendrai les informations de ta crêperie parce que à la fin du live, j'ai toujours trois questions et l'une des questions, c'est quel est ton restaurant préféré? Donc, on va quand même parler Ah, de ta, de, de ta ah ben, c'est crêperie. pas pareil. Non, mais là, les restaurants dans lesquels je suis investisseur et restaurants préférés, c'est pas forcément. Tu vois, je vais pas te dire O- que c'est mes crêperies parce que j'ai investi dedans. Ok, Les restaurants bon, préférés, ouais.
Bon, on va prendre un de tes préférés et on va Ouais, parler de tes crêperies. Parce que moi, j'aime les crêpes. Donc, du coup, je le ok. mettrai dans ma liste personnelle. Une question, Joël. Ces derniers mois, j'ai constaté dans le sport, peut-être que j'ai tort, d'une manière générale, à haut niveau, la NBA, la NFL et tout ça, qu'il y a de plus en plus de sportifs étrangers qui sont draftés, dont le plus connu, Victor, dont j'ai oublié le nom de famille, qui Ouais. va être drafté en janvier. Est-ce que tu penses qu'il y a un shift aujourd'hui dans le monde du sport à haut niveau? Ou ça a toujours été le C'est-à-dire cas, mais c'est parce que par rapport aux Français, tu parles? par rapport aux Par rapport Français, aux oui. sportifs français? Oui, on va dire par rapport aux Français, puisqu'on est en France, ou pas forcément, Bah, par ou d'une rapport au manière basket, générale. par rapport au basket, on va dire ouais, parce qu'il y a eu une évolution du nombre de Français qui ont évolué, qui évoluent en NBA. Ouais, c'est que les Français sont en train de prendre du niveau. Et à prendre le niveau, c'est pas tout, parce que être drafté, pour beaucoup de joueurs qui ont été draftés, on voit que c'est pas. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, avoir eu Kanye West et avoir été aux États-Unis, c'est pas tout. Avec la NBA, te faire drafter et aller dans une équipe américaine, enfin, ta carrière n'est pas faite. Il y en a qui reviennent un an après la draft, qui reviennent dans des clubs européens. Parce que être drafté, c'est une chose, mais après prouver et te faire ta place dans une équipe NBA en tant que joueur français, c'est autre chose. Donc c'est pour ça que quand tu vois les joueurs qui évoluent et en plus qui performent au plus haut niveau, ben, respect parce que ouais, ils viennent de loin et ça ils peuvent pas l'atteindre sans travailler, tu vois. Un Donc, shift, je vais pas te dire qu'il y a un shift et qu'on va take over, tu vois, qu'on va arriver à dominer la NBA en tant que joueur européen ou français, mais c'est clair que des joueurs européens prennent des places de plus en plus importantes au niveau de la NBA. Et pour l'instant, le problème, c'est que c'est vraiment très spécifique à la NBA. Tu vois, moi, j'ai mon fils qui joue au football américain. On voit encore très peu de joueurs français ou en tout cas européens évoluer en NFL, par exemple. bah parce que le sport, enfin le football américain, c'est particulier, puisque le football américain n'est pas accessible aux Français de toutes les manières. C'est un sport qui est très américain. Ouais, mais il y a des ligues, il y a une ligue Ouais. professionnelle quand même en France. Donc ça pourrait, comme pour le basket, être quelque chose qui évolue et qui, par la suite, donne l'opportunité à certains joueurs français d'aller jouer aux États-Unis. Mais pour l'instant, on n'a pas encore cette passerelle parce que oui, le niveau français est peut-être très loin du niveau américain, mais il y a une chose qui est l'accès du sport via les études, qui est beaucoup plus simple aux États-Unis et qui pourrait donner des joueurs dans le futur. En tout cas, moi, c'est un axe sur lequel je vais essayer de me pencher. Euh, on va dire que ce sera peut-être mon après-carrière. Ou t'as carrément. Non. Donc, ce que je suis en train d'entendre, parce que là, en fait, c'est nouveau pour moi ce que j'entends, donc je ne sais pas si c'est la même chose pour l'audience. En fait, ce que tu es en train de me dire, j'ai appris deux choses. Un, être drafté ne veut pas dire que tu vas faire une carrière aux États-Unis. Donc, ça veut dire Ah que ouais, quand non, non. quand tu es drafté, quand tu arrives aux États-Unis, this is actually where the work begins. C'est là où le vrai travail commence. Et comment? Et c'est là où beaucoup ont fait l'erreur. C'est-à-dire, en étant drafté, ils se sont dit, ça y est, je suis drafté, et c'est bon. Sauf que les contrats de draft, tu vois, pour certains, selon où tu es situé dans la draft, tu vois, la draft, c'est un classement. Et par rapport à tes performances, on va te classer de 1 à, je sais plus, je crois que c'est à peu près 200 joueurs sur la draft en NBA. Mhm. Et plus tu es drafté haut, plus ton salaire sera élevé. Déjà, ce qu'il faut savoir, en tant que rookie, en tant que jeune joueur. Et on va dire qu'à partir de 100, 150, quand tu es drafté à ces niveaux-là, bah, c'est pas dit que tu arrives dans la draft et que tu joues, tu vois. D'accord, Donc ils d'accord. vont te prendre parce que c'est leur choix. Enfin, ils doivent prendre quelqu'un, mais ça se trouve, tu vas faire du banc et ils vont même pas te faire jouer si tu n'arrives pas à D'accord. prouver. Et l'année d'après, bah, ça y est, tiens, excuse-nous, on n'a plus besoin de toi. Soit tu vas dans un autre club NBA, soit tu retournes en Europe, et on l'a vu avec pas mal de joueurs français. D'accord, d'accord. Et donc, selon toi, parce que c'est là où je pense que ton expertise peut être bon, tu penses que le travail en amont, c'est-à-dire en France, n'est pas forcément fait pour être adapté, n'est pas adapté quand les joueurs viennent aux États-Unis. Ils n'ont pas le Bah après, niveau. nous en France, toujours pareil. La différence après quand tu vas au niveau du sport professionnel, en France, on est toujours très bon techniquement. On est très beau à voir, on est très. Mais la grosse chose qu'on n'a pas,
c'est le mental. Hmm. Et très souvent, c'est le mental qui faiblit. Parce qu'on on est très peu heurté à, tu vois, à, cette, à ces efforts qu'il faut donner, pas spécialement physiquement, mais mentalement. Justement, on nous met très peu dans cette zone d'inconfort qui nous force à aller chercher le plus mentalement. En France, on est toujours caressé dans le sens du poil. Oui, t'es bon. Oui, tu vas réussir. Oui. Et on le voit à plusieurs niveaux, tu vois. Que ce soit le tennis, que ce soit. Et quand tu arrives avec cette mentalité-là aux États-Unis, tu te casses les dents parce que tu vois qu'il y a autre chose que juste bien jouer et être beau et être. Je pense Wow. que le mental, c'est une des grosses choses à travailler au niveau du sport français. Bon, je pense que le mental, c'est quelque chose déjà culturel en France. Le mental aux États-Unis, euh, la façon dont les gens euh, euh, font face au challenge d'une manière générale en Ouais, Amérique ouais, ouais. et la façon dont les Français font face au challenge, c'est complètement, c'est deux choses différentes. Mais je ne savais pas à quel point cela s'appliquait au sport. J'ai fait beaucoup de tennis, mais je me souviens plus d'avoir été challengé. Bon, de toute façon, j'ai pas fait ça à un niveau super élevé, mais je l'ai quand même fait pendant longtemps. Je n'ai jamais vu ça sous cet angle-là. Mais je trouvais que c'est important que je voulais te poser la question parce que je le vois beaucoup, je lis pas mal d'articles, surtout depuis que je savais que j'allais te parler, et je me suis dit, waouh, il y a de plus en plus d'étrangers, mais il y a aussi beaucoup d'Africains, des ligues Ouais, africaines, ouais. et qui sont bons. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a une différence alors à ce moment-là entre les ligues qui viennent d'Afrique, du Congo, je sais plus, Mais pourquoi? C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est la mentalité de l'immigré, tu vois. Celui qui arrive d'Afrique, lui, il a tout à gagner. That's right. Tu vois, de la même manière, quand l'immigré arrive en France, pour lui, c'est bon. Tu vois, je suis arrivé, il faut que je travaille parce que c'est la terre promise presque pour Mm, certains. mm, mm, mm. Après, c'est aussi le fait qu'il y ait maintenant des ponts qui sont faits entre la NBA et l'Afrique. Donc, ils ont créé une structure qui s'appelle NBA Africa et qui Oui, permet justement d'avoir un vivier de joueurs africains qui peuvent venir facilement sur les États-Unis. Et quand tu vois aujourd'hui, Joel Embiid, qui vient du Cameroun, euh, Giannis Antetokounmpo, qui vient du Nigeria, euh, Patrick Siakam, qui vient du Cameroun. Tu vois, il y a plein de joueurs maintenant qui sont au top de la NBA qui viennent d'Afrique. Donc, euh, donc et qui sont venus tôt hein, aux États-Unis, qui sont venus étudier d'abord. Et mm, c'est, comme je disais tout à l'heure, via les études qu'ils ont eu mm, accès au mm, plus haut niveau. mm. Bah oui, c'est la réalité. La réalité is the mindset of an immigrant. Quand tu n'as pas le choix et que tu dois bah, make a living, gagner ta vie et surmonter les obstacles. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais? Tu es en fait bon donc là tu es à Paris. Tu fais est-ce que tu peux me parler un peu de ton show Star Academy parce que il y a pas mal de gens de la diaspora qui sont pas forcément en France qui regardent ou qui vont regarder le replay. C'est quoi Star Academy? Et C'est un show qui a 20 ans maintenant. Ils l'ont relancé là après 20 ans. C'était un télécrochet pour les chanteurs à la base. Donc c'était ah oui, des c'est vrai. élèves qui ont entre 18 et 26, 28 ans là. Enfin la, les élèves que j'ai moi en tout cas en ce moment. Et tu sais, c'est différent d'une télé-réalité. Parce que moi, j'ai jamais voulu être mêlé justement à cette appellation télé-réalité où on te filme à rien faire et tu deviens célèbre, tu vois. Là, c'est vraiment l'esprit d'une école où ils viennent apprendre et ils ont des cours avec un prof de chant, avec un prof de théâtre, un prof d'expression scénique et un prof de danse. Et moi, le prof de Ah, sport. d'accord, Et d'accord. donc, ils ont un emploi du temps, comme à l'école, où ils commencent avec le sport, ils enchaînent avec la danse. Et c'est toute la semaine, ils ont des évaluations qui va leur permettre d'être sauvés, enfin nominés ou pas, en fin de semaine. Et ensuite, fin de semaine, le samedi soir, il y a un prime qui est en direct sur TF1, pendant lequel ils doivent sauver leur peau. Donc, faire une D'accord. performance la meilleure possible pour essayer de rester. Et ils sont sauvés soit par le public, ils sont sauvés soit par leurs camarades. Donc ouais, expérience plutôt intéressante. Ayant regardé le show il y a 20 ans et pouvoir y participer maintenant, c'est ouais, c'est une expérience plutôt cool.
Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est parce que le fait que, au-delà que ce soit un show, faire le training justement de ces personnes-là, qu'est-ce que ça t'a appris? What is your takeaway? Ben, moi, je pense que c'est plutôt à moi de leur apprendre des choses, d'essayer de leur faire profiter de mon expérience. Le fait d'avoir, moi, travaillé avec des personnes qui ont tourné mondialement, j'ai vu ce que représentait la performance physique pour ces artistes. Et donc, eux, ils arrivent, ils sont tout frais, ils ont une voix, mais ils n'ont jamais vraiment fait des performances d'1 heure et demie ou 2 heures sur scène. Donc, je ne pense pas qu'ils aient conscience de ce que c'est que Oh, wow. le travail physique, j'entends. Et donc, moi, Mm, le but, c'est vraiment d'essayer de mettre au service de la performance la préparation physique. Tu vois, qu'ils comprennent et que surtout que ça les aide à maintenir une prestation de haut niveau sur les 1 heure et demie de show qu'ils vont avoir. d'accord. Est-ce que tu dirais qu'en France, comment dire, les French performers, les chanteurs, les Français, ils n'utilisent pas un personal trainer, ceux qui font de la scène? Maintenant, de plus en plus, si, si, de plus en plus, parce qu'ils le comprennent. Ça y est, ils l'ont vécu, enfin, ils le ressentent. Et ils ressentent aussi les bienfaits qu'une préparation physique leur apporte lors d'une tournée ou lors de certains concerts. Et c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent que les Américains. Parce que tu vois, quand par exemple en 2008, quand je prépare Omar Sy pour son film Intouchable, euh, Mhm. bah, avoir un préparateur physique, tu vois, c'est même pas la production qui prend en charge à l'époque. C'est lui-même qui fait la demande et qui veut se préparer lui-même pour être au top pour le film. Alors que après, j'ai vu Mm, l'évolution où c'était les productions qui me contactaient directement mm. pour avoir un acteur prêt à tourner pour tel ou tel film. Donc ouais, l'évolution, je l'ai vu, c'est rentré dans la tête des producteurs. Dans la mentalité. Mais les gens Ouais, peuvent dire, donc je me souviens du film de Omar Sy, ne nécessitait pas forcément, c'était pas une performance physique, au-delà du fait ça que c'est ce c'est que vrai les gens que, croient, oui, c'est ce voilà, que c'est les gens ça, c'est pour ça que pensent. je, Mais dans le film, l'autre acteur, François Cluzet, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il fait vraiment, bah, il est un poids mort parce qu'il est censé être tétraplégique, donc il n'est pas censé bouger. Et pour vraiment se rapprocher de quelque chose de réel, pendant tout le film, quand Omar il doit le porter, il porte ouais, 75 kilos à chaque that's fois. right. Et nous, on le voit une fois le mettre sur le fauteuil roulant. Sauf que quand tu tournes une scène, tu la tournes au moins 10, 15 fois dans la journée, enfin dans la matinée ou dans la journée. Mm, mm, Et va mm, faire 15 fois 60 kilos d'affilée. Si tu es mal positionné, si tu n'es pas assez fort, tu peux te faire mal. Et si tu te mm. fais mal à ces niveaux-là, quand on sait combien coûte un jour de production au niveau des films, au niveau des tournages, il ne pouvait pas se permettre d'être That's blessé right. sur son tournage. Donc, une préparation physique, c'était légitime et ça avait du sens à cette période-là. C'était pas pour That's une right. transformation physique. Tu vois, il y a la différence aussi. Là, on parle de préparation physique et pas de transformation physique. Donc, ouais, Oui, peut-être que ça se voyait pas autant au niveau du visuel, mais lui, il était serein, il était sûr de lui, en tout cas quand il faisait ses portées. Et d'accord. c'était C'est hyper important ce que tu veux dire. Et justement, la préparation physique, donc j'ai des questions, je vois des gens qui... aujourd'hui, on a accès à de l'information, tout le monde veut faire du sport. Qu'est-ce que tu penses que c'est une bonne hygiène de vie aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est plus une question d'âge, hein, c'est une question de bien-être? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne hygiène de vie? Je sais que c'est une question un peu générale, mais c'est toi l'expert, donc ouais, ça va être je te laisse en parler. enfin, c'est très subjectif parce qu'une bonne hygiène de vie pour moi sera pas forcément une bonne hygiène de vie pour toi. Tu vois, après, il faut vraiment écouter son corps. Et en tout cas, c'est clair qu'une bonne hygiène de vie passera par, en tous les cas, une bonne alimentation, en tout cas la plus healthy, la plus saine possible, et une pratique sportive régulière. Et je ne parle pas spécialement de haut niveau, mais en tout cas, il faut se bouger, quoi. Il faut se bouger, continuer à bouger, pas perdre sa mobilité au niveau articulaire et continuer à bouger. D'accord. Et tu, un des derniers points que je voudrais aborder, est-ce que tu vas souvent en Afrique? On en a déjà parlé, mais bon, c'est important. L'Afrique est toujours au centre de mes conversations. Ton père est moitié béninois, moitié sénégalais. Donc, je ne sais pas s'il y a des Béninois et des Sénégalais sur le live, mais quel est ton rapport avec le continent africain? Là, tu as un rapport avec la France, l'Amérique du Nord. Quel est ton rapport avec le continent africain?
Bah là, avec mon arrivée aux États-Unis en 2015 et mes voyages même depuis 2012, ça a été difficile pour moi d'y retourner. Et là, maintenant que je suis un peu plus assis et que j'ai un peu plus de visibilité, je compte bien y retourner pour voir justement qu'est-ce qui pourra y être fait. Donc là, je vais entamer les démarches pour faire ma nationalité, ma carte d'identité sénégalaise. Ça sera plus simple aussi au niveau du business. Et, et je vais aller aussi voir ce qui se passe au Bénin et on verra. On verra. Mais en tout cas, je Ah, sais que c'est toujours préférable d'y être plutôt que d'avoir les échos de ce qui s'y passe, etc. Donc c'est pour ça que je absolument. veux m'y rendre et voir, voir ce qui se passe sur place, pouvoir sentir les opportunités et pouvoir voir qu'est-ce qui peut y être fait. D'accord. Mais en tout cas, je suis ravie que tu dis ça. You're not a lost son, un enfant Ouais, non. perdu aux États-Unis, surtout en Californie. Et les trois dernières questions, je ne sais pas s'il y a des choses que tu voudrais dire à ton public qui t'écoute. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais tu vois, moi, je voulais vraiment parler de ton parcours. Peut-être que j'aurais dû demander tes parents. Ta maman est française, mais ton père est né en France ou il est venu euh, Il est du venu en France. Mon Sénégal? père, il est né au Sénégal. Il est né à Dakar. Ah, ton papa est né à Dakar. Ouais. Et, Il est venu et en France dans les années 70. il est venu en France dans les années 70, d'accord. Et donc, du coup, j'imagine qu'il a eu un impact en t'inculquant son, bah, le fait qu'il soit pas, qu'il soit né en Afrique, ça a dû avoir un impact dans ce que avais envie d'accomplir. Ouais, enfin, pas spécialement dans ce que j'avais envie d'accomplir, mais en tout cas dans qui je suis. D'accord, d'accord. Parce que je trouve que c'est toujours important quand les parents sont des immigrés, c'est toujours une autre dynamique dans l'éducation. Mais Ouais. clairement, ça a un impact vu ce que tu nous as dit plus tôt. Tu es parti en Australie, tu n'as pas eu peur justement de prendre ce type de risque. Mais alors, les trois dernières questions, c'est quelle est ta citation préférée? Ma citation préférée, elle est en anglais, c'est Don't just try to do your best, be the best. Ouh, N'essaye pas juste de faire de ton mieux, mais sois le meilleur. d'accord. C'est pareil, c'est pas spécialement, je te parle pas d'être le meilleur. Je sais que si tu fais la course contre Usain Bolt, tu vas pas spécialement gagner, mais en tout cas, dans ton état d'esprit, quand tu commences et quand tu t'alignes avec lui, dans ta tête, tu es le meilleur. Et tout ça, si tu arrives à le mettre en place, ça te conditionnera pour en tout cas faire le meilleur de ce que tu pourras donner sur place. Donc, don't try to do your best, just be the best. Ok. Don't try To to do your do best. the best, be the best. Ouais. Don't try to do D'accord. your best, yeah, be the best. What would you tell your 13, 15 younger self? Qu'est-ce que tu te dirais aujourd'hui aux petits garçons ou aux jeunes adolescents de 13, 14, 15 ans? En fait, qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que tu ne savais pas quand tu avais justement 13 ou 14 ans? Ah bah là, je le dirais, franchement, je serais presque à te dire, change rien, juste crois en toi et t'inquiète, ça va bien se passer. C'est la base. Parce que vu tous les bâtons qu'on m'a mis dans les roues pour arriver là où je suis, si à un moment donné j'avais lâché, ouais, c'est clair que c'est Jay-Z qui avait dit un jour, la chose la plus genius que j'ai faite, c'est de pas lâcher. Tu vois, avec tout ce qu'il a fait en plus dans sa vie, hein. Il t'a pas parlé de son album, il t'a pas dit maintenant je suis billionnaire. Non, non. La chose la plus folle que j'ai fait dans toute ma vie, ça a été de jamais lâcher. Hmm. Parce que sans ce petit truc-là, tout ce qui se passe après, ça n'arrive pas. Et quand Donc, tu dis que tous les bâtons dans les roues en France, durant ta carrière ou juste en grandissant en non, même France pas. Avant même de parler de carrière. Tu vois, moi, quand je voulais aller à la fac, bah, ça a été le parcours du combattant pour arriver jusqu'à la fac, par exemple. Parce que ils estimaient que j'avais pas le niveau, donc ils m'ont mis en CAP vente, BEP vente, qui était à l'opposé de ce que je voulais faire puisque je voulais être prof de sport. Donc il a fallu que je passe mon CAP vente et BEP vente pour ensuite réintégrer une première d'adaptation, pour ensuite avoir un bac. Et après le bac, on m'a dit non, c'est mieux que tu fasses un BTS force de vente.
Moi, je voulais pas faire de vente, je voulais être prof de sport, donc je leur ai dit non. Ce qui fait que j'ai arrêté l'école un an et pendant cet arrêt, j'ai travaillé. Donc j'ai été préparateur de commandes, j'ai fait des déménagements, tu vois. Et là, si à un moment donné j'avais lâché mentalement et que je m'étais dit bah c'est bon, j'y arriverai jamais, bah aujourd'hui je serais pas en train de te raconter mon histoire. Ce qui fait que même pendant cette année où j'ai travaillé, où ça a été plus ou moins difficile, à la fin de l'année, j'ai pris moi-même mon dossier et je suis allé me présenter à la fac, moi avec mon dossier. Et j'ai dit bon c'est bon maintenant, moi je veux faire ça. Est-ce que je peux? Et j'ai fait un entretien et on m'a accepté et ensuite c'est parti. J'ai eu mon DUG, ma licence, etc. Mais avant ça, tu vois, c'est pas tout s'est passé comme ça et j'y suis allé et c'est Mais je arrivé. comprends pas on voulait pas que j'ai l'impression pourquoi on ne voulait pas que tu intègres la fac. Je comprends pas. Enfin, Ben, parce que déjà avant la fac, après ma troisième, ils estimaient que j'avais pas le niveau pour faire une seconde générale. Ce qui fait qu'ils m'ont mis en CAP BEP. Et oh, j'ai ensuite, oublié qu'il y avait CAP ces. BEP, ils m'ont mis dans. Ouais, tu sais, ils te mettent dans des cases en fait. Tu sais, ils regardent pas spécialement est-ce que lui, il est capable de faire ça après ou non. Tu sais, j'étais un élève moyen. J'étais pas un super élève, j'étais pas un mauvais élève, mais pour eux, j'avais pas les capacités pour aller plus loin que mon CAP BEP vente. Donc à la Oh base, my moi je l'ai God. pris, tu vois. J'y suis allé, je l'ai fait. Et après, heureusement, comme je te dis, que j'ai eu cette force à me dire non, je veux pas faire ça, je veux aller faire mon truc de sport. Et j'ai continué à aller dans cette direction. Parce que sinon, bah, je t'ai dit, aujourd'hui, je serais peut-être vendeur, ou en tout cas, je serais pas dans le sport. Je serais là où eux ont voulu me mettre. Wow. Donc, Bah écoute, ça, c'était ouais, c'était déjà le combat avant la fac, déjà. C'était pas d'accord. écrit. Bah, en tout cas, pour toutes les personnes qui écoutent, j'espère que c'est une source d'inspiration. Ne jamais lâcher, effectivement. Je suis un peu choquée, mais en fait, on va me dire, mais Yasmina, mais c'est comme ça que ça se passe en France. Donc, ne jamais lâcher. Et clairement, toi, tu avais une passion qui était le sport. Et ça aussi, ça t'a Ouais. permis de tenir et de rester focus sur ta passion. Et la dernière question, c'est quel est ton restaurant préféré? Alors, tu as le choix de deux. Un à LA, parce que tu vis en Californie, et le deuxième à Paris. Bah, à LA, je vous dirais d'essayer Crossroad Kitchen, qui est un Mhm. restaurant vegan, mais qui ne communique pas sur le fait qu'il est vegan. Ce qui fait que tu y vas, tu penses manger de la viande, tu penses manger enfin, des choses animales, et il y a rien de tout ça en fait. Donc Crossroad D'accord. Kitchen sur Melrose, et ils viennent d'ouvrir à Calabasas. Et ils en ont un à Las Vegas. Je Ok. conseille très fortement. C'est surprenant, Bah écoute, je dois surprenant. aller à LA, donc I'll check it out. Et quand tu seras de retour en Californie, I'll check it out in Calabasas. Et à Ouais, faudra Paris, venir à celui de Calabasas. Et absolutely. À Paris, bah, tu vois, là, après 2 ans et demi, je peux même pas te dire. Tu sais, il y a beaucoup de Tout est choses qui ont fermé. changé, beaucoup de choses qui ont fermé, Ouais. qui ont réouvert. Donc là, là, tu vois, ça fait 2 semaines que je suis là. J'ai pas encore eu le temps de me poser et d'aller tester les nouveaux restaurants qui sont en vogue. Donc j'attends des adresses et des tips plutôt. Et je vous redirai ça après avoir testé sur le mois où je suis à Paris, là. Bah écoute, avec plaisir. Mais Lequel est bon, mon par contre, préféré? tu peux nous dire quand même où sont tes crêperies pour qu'on puisse aller y goûter. Comment elle s'appelle, ta crêperie? Les crêperies, bah, vous pouvez aller, il y en a trois. Il y en a une à Versailles, près du château de là où je viens. Enfin, on a donné des noms, c'est un groupe. Moi, Oups, ça c'est cool. Ça se freeze. Donc du coup, on n'a pas entendu. Comment il s'appelle? je te disais, en fait, c'est un groupe dans lequel moi j'ai investi qui s'appelle Blé Noir et qui eux, ont ouvert plusieurs Appelez-moi. crêperies, dont une à Versailles, proche du château, parce que je viens du D'accord. 78 en fait, et c'était la première et la plus grosse. Il y en a une qui s'appelle Jeanne, une à Beaubourg qui s'appelle Auguste, proche du musée musée Beaubourg, enfin genre du centre Georges Pompidou, Oui, oui, du loup. et une à D'accord. Notre-Dame de Lorette qui s'appelle Hippolyte. Donc Hippolyte, Jeanne et D'accord. Auguste, les trois crêperies en place.
D'accord. Hippolyte, Jeanne et Auguste. Mais en tout cas, c'était. Je ne sais pas s'il y a, il y a des choses, des questions que je t'ai pas posées. Enfin, I could speak with you for hours. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager que tu n'as Yeah. pas. Anything you want to share? Bah, là, si on repart, on va repartir pour encore 1 heure. Donc, je pense que ça. je- Posez-moi les. C'est mieux enfin, que les gens me Bah, posent des questions et j'y alors, il y a quand même répondrai. pas mal de gens, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis si on doit, on doit en refaire un, on en refera un. De toute façon, je fais le podcast en 2023. Chemeo, Euh, Calabasas, je t'attends là-bas. Calabasas. Et, mais je suis vraiment contente, Joël, que tu aies pu justement bah, partager ton parcours. Je pense qu'il y avait pas mal de choses à dire qu'on n'a peut-être pas forcément eu le temps de dire, mais je pense qu'on Ouais. a touché aux points principaux. Je suis un peu sous le choc du fait qu'on t'a poussé. Quand est-ce que tu viens motiver les jeunes dans les Yvelines? Ah, j'y suis hein, dans les Yvelines, hein. J'y suis là à l'heure où je vous parle. Et moi, Ah, j'essaie justement de partager au maximum mon expérience. Donc, je parle dans les écoles. J'ai parlé à mon ancienne fac aux étudiants. Tu vois, j'essaie de partager l'expérience pour essayer d'en motiver un maximum. et alors on demande comment on fait pour se faire coacher par vous, Joe. Bah, le plus simple, c'est d'être sur LA déjà. Parce que là, en ce moment, je suis ici, mais j'ai pas spécialement le temps. Mais après, je vais essayer de faire des séances accessibles à tout le monde, ouvertes à tout le monde, où on se rencontre dans un parc et on fait du sport. Parce qu'en vrai, il n'y a pas besoin de beaucoup plus que la motivation et sa propre personne pour commencer, tu vois. D'accord. Et là, j'ai une question intéressante. On demande si les Français, en matière de résultats sportifs, sont les mêmes qu'avec les Américains. Et qu'en est-il des compléments alimentaires, vitamines, brûleurs de graisse? Ah, ça, tu vois, je peux même pas, moi, enfin, j'utilise pas spécialement ce genre de complément, donc je peux pas, si tu as envie d'essayer, essaye, si ça marche, tant mieux pour toi. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont pas spécialement bonnes pour la santé. Après, la différence au niveau résultat entre les Américains et les Français, je vais dire que les Français, en fait, on n'est pas à la base éduqués sportivement. Tu vois, nos 2 heures de sport par semaine à l'école, c'est pas assez. Aux États-Unis, tu vois, je prends juste ma fille, elle est en high school aux États-Unis, ils ont 1 heure de sport tous les jours, Oh, wow. tu vois. Ce qui fait que quand après tu arrives à l'âge adulte, tu as un minimum de connaissances sur ton corps et sur comment utiliser du matériel dans une salle de sport. Donc Wow. l'Américain, quand il sort de tout ça et qui demande une séance avec moi, c'est pas pour que je lui réapprenne tout le sport. Enfin, il a une base, il a été éduqué sportivement. Lui, il me prend pour que je le pousse au maximum de ce qu'il peut me donner, au maximum de ses capacités. Alors que le français, quand je vais commencer avec lui, il y a déjà eu toute une éducation à faire pour Mm. que déjà il se connaisse physiquement, il connaisse ses capacités, il sache quelles sont ses limites, et ensuite on peut commencer à pousser. Tu vois? Wow. Donc les Américains, je t'ai dit, ils ont déjà une connaissance au niveau de leur corps et de ce qu'ils peuvent faire qui est plus avancée que celle du français. Tu prends un Américain moyen, tu le mets dans une salle de sport, il sait utiliser quasiment toutes les machines. Il sait qu'est-ce qu'un kettlebell, il sait qu'est-ce que... Tu vois? Mm. Tu prends le français de base qui sort de l'école, tu le mets dans une salle, il y a des chances qu'ils soient un peu perdus. Well, j'ai plein d'autres questions. On va en faire les deux dernières. Alors, penses-tu un jour accorder un créneau pour ceux qui veulent développer un business aux States dans le bien-être? Et la dernière question, quel est Accorder un l'aspect créneau, spirituel? Hein? c'est-à-dire accorder un créneau pour en parler. J'imagine, peut-être que faire de Pour la en parler, ouais, formation, je après, sais pas, il y a faire de la je formation serai, peut-être. ouais, je serai toujours opérationnel pour en parler, c'est clair. S'il y a Un besoin de créneau pour conseils ceux qui dans ce veulent sens-là. développer un business au state dans le bien-être. Je pense qu'on rentre plus dans peut-être dans la formation. Et est-ce que l'aspect spirituel a été important